Alors, depuis quelques jours, les renseignements américains, justement, on vient de le dire, ne sont plus partagés avec l'Ukraine. Ça, c'est très important. La Maison-Blanche utilisant ce levier, pourquoi faire ? Eh bien, bien évidemment, pour tenter d'amener l'Ukraine à la table des négociations pour obtenir un accord de paix avec la Russie. Les conséquences sont terribles pour l'Ukraine. Et on le voit avec sur le terrain une situation modifiée. Mais certaines voix s'élèvent, c'est ça qui est important. Certaines voix s'élèvent parmi les alliés des Américains pour craindre autre chose. Pour craindre que les États-Unis partagent éventuellement aujourd'hui le renseignement avec la Russie. Et c'est le cas de la Norvège. La Norvège où, selon le principal quotidien, les responsables du gouvernement et des services de renseignement se demandent sérieusement si justement leur allié le plus important, c'est-à-dire les États-Unis, pourrait changer de camp après cette dispute en public entre Trump et Zelensky et devenir une menace. Alors, Aurélien Duchesne, ça c'est très grave parce que est-ce qu'on est maintenant rentré dans une ère finalement de la méfiance entre alliés? C'est d'abord Donald Trump qui nous a donné des signes de méfiance en attaquant verbalement le Danemark dans l'histoire du Groenland. Et là, aujourd'hui, ce sont les alliés des États-Unis qui se méfient. Alors évidemment, cette méfiance ne date pas d'hier. Les Américains eux-mêmes nous ont directement espionnés, comme ça a été révélé à multiples reprises, par exemple par Snowden. Et nous-mêmes, Français, n'avons sans doute pas assez espionné nos alliés quand on s'est pris l'affaire, par exemple, de l'annulation du contrat des sous-marins en Australie. Oui. Ça ne date pas d'hier. Cela dit, quand on regarde, par exemple, là, l'enjeu actuel, il y a un autre enjeu qui est le renseignement, par exemple, privé, satellitaire, que peut utiliser un État comme la Russie avec des entreprises américaines. Ça, c'est une suspicion qui est quand même crédible, plus crédible sans doute que l'idée que ce soit la communauté américaine du renseignement qui donnerait des renseignements. Voilà. Oui. Ça reste ça paraît plus crédible. Ça reste politique fiction, mais que les Russes utilisent du renseignement, par exemple privé, satellitaire, ça c'est crédible. Le dernier aspect, au fond, c'est que nous, est-ce qu'on est prêt à monter au filet avec des champions européens comme Eutelsat, par exemple, pour essayer de pallier ça ? Ça, c'est la question. Sylvie Bermann, alors ce que dit justement ce quotidien norvégien, c'est que Washington ferait cela, partager son renseignement avec la Russie. Pourquoi ? Eh bien pour persuader Moscou de se détourner de la Chine et donc affaiblir Pékin, comme ça semble être en effet son obsession depuis un moment. Est-ce que ça vous semble crédible, ça ? Alors, en tout cas, en termes de résultats, en termes de résultats, certainement pas. Il n'y a aucune chance, effectivement, d'enfoncer un coin entre la Chine et la Russie. Bon. Ce que Kissinger avait conseillé, c'est que Washington ait avec Moscou et Pékin séparément de meilleures relations que ces deux capitales entre elles. Donc peut-être espère-t-il cela, mais moi je pense que c'est un intérêt profond, personnel de Donald Trump pour la Russie et pour Vladimir Poutine, plutôt que l'illusion, effectivement, de séparer les deux pays. Poutine ne se fait pas d'illusions sur le changement de cap des États-Unis. Et il pense que les États-Unis redeviendront, comme d'habitude, un pays ennemi. Et donc, il aura besoin de la Chine et inversement. Ludmila Toteva. Oui, je pense qu'il y a quand même ce moment de pacte Trump-Poutine qui était décrit dans l'article par ancien ministre des Affaires étrangères lituanien Landsbergis. Il a dit justement que... Oui, il est choqué également. Il y a des choses qui sont déjà faites et nous, on est en train de les révéler d'une manière... d'une autre chaque jour. Et le fait qu'il y a la confiance profonde qui a été brisée par les États-Unis entre les États-Unis et les alliés, c'est ça qui met en l'air toute cette infrastructure, toutes ces relations institutionnelles, parce que finalement, les relations internationales, certes, il y a beaucoup d'éléments à ça, mais la confiance, ça c'est très important. Et là, on n'a plus confiance aux États-Unis qu'ils vont avoir nos dos quand il y a l'ennemi, en fait, le pays qui nous souhaite, en tant qu'Europe, d'être complètement, complètement défaite, voilà, et s'il fait quelque chose contre nous, les États-Unis ne seront pas là. Le moment vraiment pour l'Europe stratégique et autonomie stratégique de l'Europe. Gallagher Fenwick, il y a quand même aussi un moment étonnant, c'est la nomination par Donald Trump de la nouvelle directrice Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, c'est quand même quelqu'un qu'on a entendu donner son soutien aux arguments de Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui a rencontré Assad. Et c'est elle aujourd'hui qui dirige les renseignements américains. Donc ça participe de cette méfiance nouvelle des alliés européens par rapport aux renseignements américains. Et ce qui souligne la possibilité qui est à l'évidence, je dis à l'évidence parce que ça a été nié
par le directeur du renseignement norvégien qui dit pas du tout, on entretient de très bonnes relations avec notre allié américain et nous continuons le partage de renseignements comme cela s'est fait jusqu'ici. Mais il y a un œil effectivement de plus en plus, j'allais dire, méfiant, suspicieux, prudent, qui se tourne vers effectivement ces 18 agences de renseignement américaines, puisque vous avez à sa tête Tulsi Gabbard, qui faisait des vidéos jusque très récemment, face caméra, vous les trouvez sur Twitter, dans lequel elle reprend les thèses du Kremlin sur le développement par les États-Unis de laboratoires chimiques par la CIA sur le sol ukrainien pour développer des armes biologiques, etc. Des théories conspirationnistes plus folles les unes que les autres. Mais si vous voulez, au cœur de cet article qui est absolument fascinant, et encore une fois, je le redis, le directeur du renseignement norvégien, il nie la véracité du contenu de l'article. Oui. Il a tout de suite nié. Cet article, alors, il y a des sources anonymes qui se sont exprimées. Il a pris le soin de réagir. Il aurait pu balayer ça d'un revers de la main. Donc le fait qu'il réagisse, vous dites, montre l'importance quand même du souci. Il n'y a pas de fumée sans feu. La Norvège, par ailleurs, ça n'est pas rien pour le renseignement américain. C'est un énorme allié qui est très important. La question de transparence derrière tout cela, et on en parle beaucoup en ce moment, cette espèce de basculement où les gens se demandent, les États-Unis de Donald Trump, c'est toujours un allié. Et si ça n'est pas un allié, c'est quoi ? Nous sommes rentrés dans l'ère du doute. Oui, c'est un partenaire à l'égard duquel il faut maintenir une distance. Est-ce que c'est carrément un ennemi complice de la Russie ? Parce qu'il y a ça qui est envisagé dans cet article. Est-ce que les Américains n'utiliseraient pas du renseignement norvégien pour le donner aux Russes ? Autre chose, et j'en termine très rapidement par là, l'incompétence. Où est-ce que ça serait l'incompétence ? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que ça c'est... Rappelez-vous de l'article. C'est ce que l'article relève. Entreposait des secrets défense dans des toilettes semi-abandonnées de sa On en rit, mais c'est pas bizarre. Justement, général, une phrase que dit cet article, c'est que les USA auraient peut-être déjà, consciemment ou pas, partagé des informations avec Moscou. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors là, franchement, je n'en sais rien. Je partageais que la communauté du renseignement qui a partagé des renseignements, j'y crois pas vraiment pour le moment. J'y crois pas. Le seul fait qu'ils aient coupé les renseignements à l'Ukraine, c'est déjà absolument énorme. Ça veut dire que l'Ukraine aujourd'hui est aveugle. Donc maintenant qu'ils aient coupé, pas complètement, parce que ce qu'on nous dit, c'est que défensivement, mais quand on me dit ils partagent du renseignement, alors la communauté du renseignement a toujours partagé du renseignement, même avec Moscou quand ça allait mal, notamment sur les djihadistes. Moi, je peux vous dire, la direction du renseignement militaire, entre 2014 et 2020, partageait encore avec Moscou, du renseignement sur la Syrie, sur les Daesh, sur ces choses-là. Donc ça, c'est possible que sur des créneaux très précis, en silo, il y ait du renseignement partagé. Justement, c'est très important ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire que les Américains qui ont coupé les renseignements, le partage du renseignement avec les Ukrainiens, disent aujourd'hui, parce qu'ils sont énormément critiqués depuis quelques jours, qu'ils continuent à donner du renseignement défensif. Voilà, en revanche, c'est le renseignement, laissez-moi terminer ma phrase s'il vous plaît, c'est le renseignement offensif qu'ils ne donnent plus. Et j'aimerais que vous nous expliquiez la différence, justement. Le renseignement défensif, c'est-à-dire renseigner sur les missiles qui arrivent, c'est-à-dire typiquement la défense antiaérienne. Voilà, donc c'est ça en fait. Tout ce qui tombe sur Kiev, si c'est le cas, ça veut dire que Washington continue à approvisionner la carte globale de l'arrivée des missiles et des drones, mais ne renseigne plus sur les cibles à longue distance, sur les signes dans la profondeur. Tout à fait plausible que ça se fasse comme ça. Ça, c'est très plausible. Mais je voudrais finir en disant simplement que la méfiance, puisqu'on en parle à l'égard du renseignement, elle a existé depuis quand même un certain nombre d'années. La première trahison américaine, ça a été le Kosovo. Et au Kosovo, en 98, le renseignement américain nous a parfaitement désinformés pour pouvoir intervenir au Kosovo en inventant des massacres, des tombes, enfin des charniers, mass graves. J'étais au Kosovo. On m'en a fait chercher. Carla Del Ponte, elle est venue. On a organisé des trucs ultra secrets. On les avait vus dans le lac. On les avait vus là, etc. On n'a pas trouvé un os. C'était de la désinformation. La deuxième, c'est quand même Colin Powell avec la flasque en 2023, alors même que l'opération, et j'étais au Kosovo à ce moment-là aussi, était décidée un an avant, puisque moi j'avais un officier américain qui m'a dit en mars 2022, je pars
je pars faire la guerre en Irak à la fin de l'année. Voilà. Alors j'ai quand même une question naïve pour le téléspectateur. Pour ceux qui nous entendent depuis tout à l'heure parler de renseignement, Aurélien Duchesne, qu'est-ce que ça veut dire le renseignement? On entend ce mot à tort et à travers. Oui. Est-ce que c'est quoi? C'est une base de données dans laquelle on peut aller piocher? Ce sont des rapports? C'est quoi? C'est un intranet sur lequel on a un accès? Ça ressemble à quoi, le renseignement d'une nation? Alors, le renseignement, par exemple, donné par les Américains à l'Ukraine, du moins jusqu'ici, il y a d'abord beaucoup de renseignements satellitaires. Si on parle, par exemple, d'un renseignement qui aidait aux frappes ukrainiennes juste dans le territoire russe, il y avait, par exemple, du renseignement sur les centres logistiques, par exemple, de l'armée russe. C'était extrêmement utile, ça, dans les premières semaines de la guerre, pour savoir où il fallait taper si on voulait, par exemple, détruire des stocks de munitions ou d'essence. Deuxième type de renseignement humain. Le renseignement humain qui avait fait défaut à la France en Russie, début 2022, là où les Britanniques et les Américains avaient beaucoup de moyens au sol, qu'ils communiquaient, et du renseignement humain vraiment à hauteur d'homme qui disait « Non mais attendez, on vient de voir par exemple que les Russes commencent à transporter du matériel de chirurgie de guerre et des poches de sang. » Ça c'est vraiment du renseignement, vraiment dans des bureaux au niveau humain. Et là on se disait « Ouais, ça veut dire que les Russes vont envahir ». Et dernier type de renseignement, eh bien là c'est quand même plus nouveau et quelque chose où les Ukrainiens sont un peu moins dépendants, c'est la fameuse transparence du champ de bataille. Quand on monte par exemple dans cette émission des drones qui vont aller jusque dans des forêts pour éviter, par exemple, d'avoir des brigades qui s'y cachent et d'avoir une surprise du type de ce qui est arrivé à Koursk pour les Russes. Ça, c'est le troisième type de renseignement qui se développe. J'y vois plus clair, mais malgré tout, ça vient sous quelle forme? C'est-à-dire que, est-ce que ce sont des documents que envoie une nation à une autre, ou est-ce que c'est l'autre qui en fait la demande? Par exemple, ou des documents. Il y avait des réunions très fréquentes, par exemple, dès le début de la guerre, entre état-major russe et ukrainien, où il y avait des réunions où il y avait une présentation, par exemple, du renseignement par les Américains. Il y avait l'exploitation qui en a été faite. Un aspect d'ailleurs qui illustre ça, c'était des réunions qui avaient eu lieu et à Kiev et à Washington, où les Américains, sur la base de leur exploitation du renseignement, de l'imagerie satellitaire par exemple, disaient aux Ukrainiens à l'époque, concentrez votre contre-offensive, celle de 2023, sur le coin de Zaporizhzhia, alors que les Ukrainiens, par exemple, avaient privilégié d'autres fronts sur la base de leurs renseignements à eux. Mais c'était vraiment, j'imagine, j'en sais rien, je ne suis pas dedans bien sûr, mais ce sont des images qu'on leur montre, par exemple. Alors, à contrario, le renseignement français, comme ça a été souligné par le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, jeudi, voilà ce qu'il dit, notre renseignement est souverain, avec des capacités qui nous sont propres. Ouais. Alors, Gallagher-Fenwick, est-ce que ça voudrait dire que justement, nos renseignements, notre renseignement, il est indépendant de toute alliance transnationale? Alors, c'est justement pas du tout comme le renseignement britannique vis-à-vis du renseignement américain. Alors absolument. C'est-à-dire que nos renseignements, nos moyens sont souverains, c'est-à-dire technologiquement et humainement. Pour autant, nous coopérons avec des nations... On partage ou on ne partage pas? Bien sûr qu'on partage. Bien sûr. On partageait même avec les Russes sur des sujets très particuliers. Mais c'est un renseignement français qui n'est pas forcément européen. Glané des Français, ça n'existe pas le renseignement européen. Humains, matériels, technologiques français. Et la raison pour laquelle vous avez raison, Anne, de souligner la différence avec les Britanniques, c'est qu'ils font partie de cette fameuse, j'allais dire, association, organisation, les Five Eyes. Alors, les Five Eyes, il faudrait dire que c'est un forum qui comprend la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, bien sûr. Donc, c'est le groupe de partage de renseignements le plus intime au monde, les Five Eyes. Et surtout le mieux doté, et les Américains sont les mieux pourvus, parce qu'ils ont les meilleurs agents. Et pour ajouter à ce que disait très justement tout à l'heure Aurélien Duchesne, une chose qui a fait la différence, et qui jusqu'ici faisait la différence du côté américain, la qualité du renseignement, c'est pas que les moyens de prélèvement, d'écoute, de recueil, etc. C'est l'interprétation qui en est faite. Ce qui a fait la grande différence, et là où il y a eu un échec français en février 2022, c'est qu'on a en réalité une masse d'informations relativement comparable. Là où il y a une différence entre, par exemple, ce que fait la direction du renseignement militaire français et leurs homologues américains, c'est que les Américains ont la conviction, l'intime conviction, que les Russes vont franchir la frontière, alors que les Français disent « mais ça ne va pas, ce serait débile. Avec 120 000 hommes, c'est une opération policière au mieux, on ne va pas conquérir toute l'Ukraine. » Les Américains disent « si, ils vont le faire. » Et effectivement, ça n'avait aucun sens, et ils l'ont effectivement fait. Mais juste une dernière chose qu'il faut ajouter. En fait, les Américains font partie de certains des acteurs, outre les locaux, les Ukrainiens et les Russes bien évidemment, qui sont sur ce terrain, Lounila le dira mieux que moi, depuis bien plus longtemps que nous. Les Américains, ça fait un moment qu'ils sont en Ukraine.
les bases, les postes de la CIA sont là-bas depuis 2014, voire avant. Donc c'est un terrain qu'ils connaissent très bien. Là où il y a un problème, c'est que d'un point de vue opérationnel, des agents qui ont appris à se pratiquer, à travailler ensemble, continuent de le faire. Maintenant, il y a du parasitage sur la ligne d'un point de vue politique. Le problème, c'est qu'à un moment, le politique, ça va redescendre à l'opérationnel. Et là, ça va s'assécher. Alors, Général Richoux, on voit bien que, si on en parle, c'est qu'il y a des inquiétudes des deux côtés de l'Atlantique, en fait. Il y a des inquiétudes sur est-ce que le renseignement américain vont-ils continuer à partager avec les autres membres de l'Alliance? Et les membres de l'Alliance, on l'a vu via la Norvège, sont inquiets. Donc, est-ce que c'est pas, en fait, parce qu'il y a moins de consensus aujourd'hui sur qui est l'ennemi commun? Alors, oui, vraisemblablement. Et puis, alors, comme je le disais, il y a deux choses. Les Américains nous ont quand même berné une paire de fois. Donc, il y a, au moins du côté français, ça je peux vous assurer qu'il y a une méfiance dans la qualité du renseignement américain qui est absolument constante. Hein. Moi, quand j'étais en Afghanistan, on a eu des renseignements assez sensibles sur des hauts chefs talibans. Et j'ai demandé pourquoi à la DGS ne donnez-vous pas le renseignement aux Américains. On m'a dit il n'en est pas question. C'est à l'époque où on était fâchés. On ne veut pas que des 52 aillent faire 500 morts sur un village. Voilà ce qu'on m'a répondu. Donc la confiance régnait pas. Alors la confiance n'y est pas. Et puis après, il y a le doute. Et ensuite, il faut quand même comprendre une chose. On échange du renseignement, c'est du donnant-donnant. Mais le renseignement, au départ, ça ne se partage pas. Je veux dire, il ne faut pas croire que les Five Eyes, ils choisissent ce qu'ils partagent. Bien entendu, ils choisissent absolument ce qu'ils partagent. Et puis ce qu'ils ne veulent pas le partager, ils ne le partagent pas. Donc en matière de renseignement, il n'y a pas d'amis et il n'y a pas d'ennemis. Il faut vraiment se méfier, même de nos amis les plus proches. Il peut y avoir de la désinformation, on l'a vu. Et il y a quelquefois, on est même des alliés objectifs avec des pays inamicaux comme la Russie sur des dossiers, par exemple, comme Daesh. Ça s'est arrivé dans le passé. Donc, il faut vraiment se méfier. Et je voulais finir en disant simplement ça. Vous parliez il n'y a pas de renseignement européen. Voilà. Il n'y a pas de renseignement. Mais on se souvient, Ludmila, qu'au tout début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y avait beaucoup de méfiance de la part des Américains. C'était compliqué pour eux de partager le renseignement avec les Ukrainiens. Justement. Et la même chose du côté ukrainien. Par rapport aux Américains. Alors, donc la méfiance règne. La méfiance, elle était aussi présente juste pour une simple fait qu'il y avait des tops dans les services ukrainiens. Oui. Alors je pense peut-être c'est aussi à cause de ça, mais ça s'était pas mal nettoyé, si on peut dire comme ça, depuis 2014, mais aussi depuis 2022. Et juste la dernière chose, je pense que vous avez évoqué le discernement entre le renseignement offensif et défensif. Je pense pas que ça existe finalement, parce que ce qui se passe en Ukraine, quand on a vu que pour la population civile, le premier peur, c'est que tous les missiles qui vont nous tomber dessus, ils vont pas être interceptés parce qu'on n'a pas la connaissance assez tôt. Parce qu'on n'a pas le partage de renseignements. Et pour les militaires, quand Maxar Technologies dit voilà, c'est plus nada, on peut plus vous partager ça, ça c'est un vrai problème. Du coup, c'est de deux côtés, c'est les civils qui sont touchés, les villes même qui sont touchées, mais aussi côté militaire qui est effectivement en termes de données.